Donc, je vous souhaite donc la bienvenue à ce 8e et dernier webinaire de ce cycle. Et il sera consacré ce matin à la question de méthanisation et de réseau de gaz et de production de chaleur renouvelable. Pour introduire donc ce dernier webinaire, je vais laisser nos élus référents de ce webinaire intervenir et introduire. Donc, parmi les élus référents, nous avons bien sûr Raymond Charbonnier, président du CIDELA, mais qui ne peut pas se joindre à nous. Nous avons Jean-Pierre Bellay, qui est vice-président du CIDELA Pays d'Ancenis, maire de Joué-sur-Erdre, qui va faire la présentation. Je vais lui laisser la parole tout de suite. Et puis, je finis de présenter Philippe Caillon, qui nous rejoindra et qui est vice-président du CIDELA Région de Blain, adjoint de Blain. Voilà. Eh bien, les présentations étant faites côté élu, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Bellay qui va nous introduire donc ce webinaire. Merci par avance d'activer votre micro, Jean-Pierre. Bonjour à tous. La transition énergétique, ça veut dire, entre autres, la fin de la consommation d'énergie fossile importée et maîtrise de gaz à effet de serre. Ça veut dire donc, théoriquement, la fin de nos consommations de pétrole, de gaz et de charbon. Pour y parvenir, il faut commencer par réduire les consommations d'énergie en rénovant et en changeant nos habitudes de consommation. Ensuite, l'action territoriale la plus simple et visible à mettre en œuvre pour contribuer à la transition et le développement des moyens de production d'énergie renouvelable. Néanmoins, le sujet est vaste et complexe entre les productions de chaleur, de gaz, d'électricité et demain d'hydrogène. Binaire. Et l'énergie électrique étant utilisable par tous nos usages, dans tous nos usages, chauffage, mobilité, tant que la question de sa production. Pour le gaz et la chaleur renouvelable, c'est un peu moins vrai parce que le gaz sert souvent à produire de la chaleur et du coup, le gaz présente une forme de concurrence avec les solutions de chaleur renouvelable comme une chaudière bois par exemple. Quelle énergie pour quel usage devient vraiment une question majeure quand on parle gaz et chaleur renouvelable. Concernant la méthanisation, c'est un sujet sensible pour nos concitoyens et nous élus. Comme toute production d'énergie qui rentre dans notre quotidien, dans notre voisinage, elle suscite légitimement beaucoup de questions, voire parfois des inquiétudes. Sous certaines conditions, néanmoins, la méthanisation peut présenter un complément intéressant de l'activité de nos agriculteurs, mais aussi du territoire. Et cela peut introduire une vraie dynamique locale plutôt vertueuse. Je vais maintenant laisser la parole à la transition énergétique avec au CIDELA un bras armé qui est la SEM-CIDELA pour cet enjeu de territoire. Merci. Merci Jean-Pierre pour cette introduction au sujet. Donc, un petit rappel. Donc, ce webinaire, il est conçu pour vous, élus locaux et techniciens des collectivités. Vous avez le rappel des différents sujets que nous avons traités dans cette configuration de webinaire. Vous pourrez les retrouver. On vous indiquera le chemin à suivre. Bien. Donc, nous avons trois parties. Ah oui, alors avant, bien sûr, je vous présente les différents intervenants. Alors, François Oran, responsable développement exploitation SEM-CIDELA Énergie 44. Malheureusement, pour lui, il est souffrant, donc il sera brillamment remplacé par Cédric Garnier, qui tâchera donc d'être évidemment à la hauteur, et je n'en doute pas, sur la question de la méthanisation notamment. Donc voilà, ce préambule étant fait, alors je présente les autres intervenants. Donc Gauthier Moreau, qui est responsable concession innovation au CIDELA, qui nous présentera donc les aspects introductifs et les aspects réseau de gaz également. Cédric Garnier, donc, qui est chargé de mission chaleur renouvelable au CIDELA, donc, dont c'est la spécialité, la chaleur renouvelable, et puis moi-même qui suis animatrice dévouée pour ce cycle de webinaire. Bien, donc ce webinaire, il est articulé en trois parties. Il est composé de trois parties. Une partie plutôt introductive,
qui va replacer donc les enjeux, la place de la chaleur renouvelable et du gaz dans les objectifs énergie-climat. En deuxième temps, donc un temps plutôt consacré à la question de la chaleur renouvelable, avec un angle de vue atout versus contrainte, des exemples de projets et bien sûr un temps d'échange sur cette question. Et puis en dernier lieu, les aspects méthanisation et évolution des dessertes des réseaux gaz. Bonjour à tous, je vais donc faire cette première partie sur le sujet de la chaleur renouvelable dans vos communes et on va parler des différents atouts et contraintes de sur ces différents sujets. Alors, se chauffer ou chauffer au renouvelable, de quoi parle-t-on? On parle de géothermie, avec deux types de géothermie qu'on peut trouver, soit directement avec des sondes dans le sol, donc on capte les calories du sol, soit avec un transfert via une nappe d'eau en fait dans laquelle on va venir puiser des calories. On parle de solaire, mais cette fois de solaire thermique, donc on va chauffer de l'eau. On n'est pas sur du solaire photovoltaïque qui lui produit de l'électricité, mais vraiment sur un chauffe-eau solaire. Et on parle de bois énergie. Alors quand on parle de bois, on parle de plaquettes de bois qui peuvent venir de forêt ou de bocage, de haies agricoles, ou de granulés, qui sont en fait des productions qui sont faites avec les connects de scierie. Et ces chaufferies bois sont très majoritairement aujourd'hui à l'alimentation des réseaux de chaleur. Donc on peut parler d'une chaufferie dédiée lorsque c'est pour chauffer un bâtiment, ou de bois énergie avec un réseau de chaleur qu'on va développer un petit peu tout à l'heure. Alors la question maintenant, c'est peut-on faire de tout ça partout et tout le temps, et surtout à quelles conditions? Alors on a un frein souvent sur ces sujets-là, c'est des idées reçues en fait, qui sont parfois assez pugnaces, et depuis longtemps. Première idée reçue, si on en prend une sur la géothermie, je vous ai mis une carte là qui est assez vieille, mais de toute façon tout le sol est très ancien, et ce qu'on entend souvent dire, et parfois de bureaux d'études, c'est on ne peut pas faire de géothermie en armorique. Alors j'ai dit l'armorique parce que vous voyez, en fait, l'idée de la carte, c'est de montrer qu'on est sur le massif armoricain. Et vous avez tous en tête Obélix avec son menhir dans le dos. Donc en gros, on a chacun en tête que le sous-sol, il est bien dur. On est sur du granit, on est sur quelque chose d'assez costaud. Donc, première idée reçue, puisque c'est du granit en dessous, on ne peut pas forer, on ne peut pas faire de géothermie. Bon, évidemment, si je le mets en idée reçue, c'est que c'est faux. Aujourd'hui, on peut très bien faire de la géothermie partout en France et notamment en Bretagne. Si je nous considère en Bretagne, autre débat, mais sur de la géothermie qu'on appelle de minime importance, c'est-à-dire qu'on va venir forer, on va venir faire des sondes qui sont jusqu'à 200 mètres de profondeur, et ça peut se faire quasiment partout, et même à proximité de rivières ou des endroits où on pourrait imaginer qu'il y a beaucoup d'eau. Et donc, pour vaincre cette idée reçue, il faut bien retenir que plus le sol est dur, plus il est facile de le forer. Imaginez, prenez votre perceuse, faites un trou dans un tas de sable, concrètement, la sonde ne va pas tenir. Par contre, il est très facile de forer dans des sols type granit. Et l'avantage de ces sols dans nos régions, c'est qu'ils ont une très bonne conductivité thermique qui est très favorable à la géothermie sur Donc c'est une idée reçue qui aujourd'hui est assez tenace, mais en tout cas retenez qu'on peut en faire partout et que c'est surtout intéressant pour produire de la chaleur, mais aussi du froid ou du frais, puisque la géothermie, c'est une pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur, elle va évidemment produire de la chaleur l'hiver. Elle peut produire du chaud pour de l'eau chaude sanitaire, mais elle va aussi pouvoir rafraîchir ou produire du froid pour le bâtiment en été. Donc, c'est surtout recommandé pour des bâtiments dits performants, c'est-à-dire neufs ou fortement rénovés, qui ont un chauffage qu'on appelle basse température. Donc, typiquement, c'est du plancher chauffant ou c'est des radiateurs qui fonctionnent à 35-40 degrés. Et on n'est pas sur des bâtiments plus anciens sur lesquels on a des gros radiateurs en fonte typiques. On a un besoin de 50-60 degrés au départ de la chauffe. Alors, deuxième idée reçue. J'entends souvent dire, lorsqu'on commence à parler de chaufferie bois, bon, clairement, on n'a pas assez de forêt chez nous, il faut arrêter de faire des chaufferies, sinon on va commencer à importer du bois. Alors c'est faux pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on fait l'état des lieux d'où on en est aujourd'hui, vous avez ici des chiffres qui sont au niveau régional. La région Pays de la Loire est la deuxième moins bien dotée en forêt de France. Il n'y a que la Corse qui est derrière nous en termes de superficie de forêt. Et en fait, ce que l'on constate, c'est qu'on consomme grosso modo 1 700 000 tonnes sur notre région. 1 million de tonnes, c'est le chauffage domestique, c'est les particuliers, c'est du bois bûche, c'est du granulé, c'est de la plaquette, c'est différentes sources. Mais grosso modo, ce 1 million de tonnes, il est constant depuis au moins 10 ans. Et de toute façon, dans l'avenir, l'idée, c'est de conserver à peu près le même volume, mais d'avoir plus de bâtiments chauffés, puisqu'on a des équipements plus performants, donc moins de besoins et de plus en plus de chauffage domestique avec ce type d'équipement plus performant. Donc on reste à peu près stable dans le temps.
Et la partie collectif et industrie, aujourd'hui, on est à peu près à 700 000 tonnes, donc c'est la partie un peu brisée. En 2008, on était à plutôt 200 000 tonnes. Aujourd'hui, on a fait quasiment x3, x4 sur une douzaine d'années, ce qui montre bien l'essor des chaufferies biomasse sur le collectif et l'industriel, sur des chaufferies dédiées, par exemple, sur des industries, ou du réseau de chaleur urbain, ou des petites chaudières sur des bâtiments. Et en fait, ce que montre le schéma régional de la biomasse, qui a été élaboré avec tous les acteurs publics et privés au niveau régional et qui a été validé il y a relativement peu de temps, c'est qu'on peut encore doubler l'effort sur la partie collectif industrielle en passant de 700 000 à 1 400 000 tonnes. Et à partir de quelles ressources on va pouvoir estimer ce potentiel? Eh bien, c'est en faisant l'inventaire des différents types de biomasse qui existent et c'est en montrant que, de toute façon, la majeure partie de la ressource aujourd'hui, ça vient de nos forêts, ça vient du bocage. Le reste étant sur des produits de bois à fin de vie, sur des déchets et en petite partie sur des résidus agricoles type arboriculture ou viticulture. Mais la grande partie du gisement qu'il reste toujours sur nos forêts et notre bocage. Donc, contrairement à l'idée reçue, on a toujours du gisement, il y a toujours des forêts, elles sont gérées aussi pour pouvoir rester pérennes. De toute façon, en France, tous les chiffres le montrent au niveau national, on a un capital forestier qui continue de croître, la forêt française continue de s'accroître. On est, je crois, autour de 16 millions d'hectares. On continue de toute façon d'accroître ce potentiel puisque la moitié seulement de l'accroissement annuel est prélevé aujourd'hui. C'est une énergie locale et j'insiste bien là-dessus puisque on dit, il y a aussi la question, oui, mais ma biomasse, si elle vient de 100 km, c'est pas pertinent. Bon, la première chose que je réponds, c'est qu'aujourd'hui, le fuel que vous utilisez, l'uranium qu'on met dans nos centrales, le pétrole qu'on met dans nos voitures, il vient pas de 100 km, il vient beaucoup plus loin. On croise des arbres un peu partout dans nos régions. J'ai rarement vu un puits de pétrole, donc je pense qu'il faut relativiser les choses et de toute façon, le local reste le départemental, voire au pire le régional, et on est bien en deçà des rayons moyens d'approvisionnement des autres énergies. Une question aussi qui revient souvent, c'est les émissions de poussière. Aujourd'hui, la problématique liée aux émissions du bois, elle n'est pas du tout sur les chaufferies collectives industrielles, elle est chez le particulier, elle est sur les vieux inserts qui ont des rendements médiocres, mais aussi qui ont des forts taux d'émission, et on a un rapport de parfois plusieurs centaines entre une chaufferie récente et un vieux poêle ou un insert ouvert chez un particulier. Donc, finalement, l'enjeu, c'est quoi? C'est d'exploiter de manière raisonnée et durable le gisement que l'on a sur nos territoires, que l'on a globalement en France. Et évidemment, en s'adaptant aux contraintes actuelles et futures. Quand je parle de contraintes actuelles et futures, c'est notamment en exploitant le bocage et la forêt avec des conditions raisonnables par rapport à l'exploitation sur le tassage des sols, sur les conditions de prélèvement, sur le maintien de boisement, mais c'est aussi en travaillant sur des forêts qui seront aussi adaptées aux contraintes climatiques futures, donc en adaptant aussi les essences qui seront portées, par exemple. Troisième et dernière idée reçue, le chauffage solaire. Alors, les chauffe-eau solaires, on imagine tout ça sur les toits dans le sud, bien ensoleillé, oui, mais chez nous, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je disais tout à l'heure, on est en Armorique, on n'est pas loin de la Bretagne, donc les idées reçues, c'est qu'on n'a pas assez de soleil ici pour en faire. Bah, au contraire, sans problème, si on regarde les cartes, le niveau d'ensoleillement de notre région, il est loin d'être ridicule. Évidemment, on n'a pas ce que l'on a à Toulon, mais il est largement suffisant pour produire des calories à partir du soleil. Et c'est même très efficace puisque aujourd'hui, lorsque l'on met des installations solaires thermiques sur le toit de différents bâtiments publics, des piscines, des EHPAD, etc., eh bien, en fait, on produit 2 fois plus d'énergie à surface équivalente qu'une installation solaire photovoltaïque. Donc, quand un besoin, il est de produire de l'eau, se dire je vais mettre une installation qui va produire l'électricité, qui va me permettre par une épingle électrique de chauffer mon eau, bah, finalement, c'est 2 fois plus performant de directement chauffer un fluide au niveau des capteurs. C'est une solution qui est simple, qui est robuste. Des capteurs solaires, ça existe depuis plusieurs dizaines d'années. Il y a des installations qui fonctionnent depuis 20, 25, 30 ans. Parfois, qu'on remplace d'ailleurs, on remplace que les capteurs. Tout le reste de l'installation fonctionne toujours très bien. Donc, c'est un système assez simple et assez robuste. C'est pas de la haute technologie. Au contraire, on préconise d'être simple pour pouvoir être efficace. Donc, et dernier point, c'est que le solaire, c'est une solution opportune et qui est compatible, j'allais dire, avec le décret tertiaire. Le décret tertiaire, pour rappel, qui est une obligation pour les bâtiments tertiaires de faire des économies d'énergie, donc de réduire votre facture. Bah, quand on met une installation solaire, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on vient préchauffer de l'eau pour pouvoir le réchauffer, par exemple, sur une boucle d'eau chaude sanitaire.
Plutôt que de partir de 15 degrés de votre réseau et d'arriver à 60, en fait, l'installation solaire va vous préchauffer l'eau à 20, 25, 30, 50 degrés. Et donc, vous allez faire une économie de gaz, par exemple, si vous êtes chauffé au gaz. Donc, c'est compatible, entre guillemets, au décret tertiaire parce que vous allez faire une économie directement sur votre facture. Donc, c'est une solution opportune, surtout quand on a des besoins importants de chaud de l'été. On a des installations qui semblent bien pensées, mais lorsqu'on constate que les besoins sont surtout l'hiver, malheureusement, là, par contre, on n'a pas forcément une adéquation. Bien bien avoir en tête que l'intérêt est surtout évidemment quand on a des besoins importants, mais surtout l'été. Et la meilleure réponse au fait qu'on puisse en faire chez nous, c'est l'installation solaire thermique qui est sur le réseau de chaleur de Châteaubriand. Donc vous voyez, on a la frontière entre la zone orange et la zone jaune, donc on est plutôt dans le nord de la France. Et en fait, c'est la première installation de cette taille en France sur un réseau de chaleur. 2400 mètres carrés de capteurs, ça a été inauguré il y a quelques années, c'était la première en France. Donc on est loin d'être ridicule en termes de gisement. Cette installation, elle produit quasiment 900 MWh par an sur le réseau de chaleur directement. Alors justement, les réseaux de chaleur, je disais tout à l'heure, on a un sujet par rapport à la biomasse qui est avec ou sans réseau. Alors de quoi parle-t-on? En fait, quand je parle de réseau, je parle de mutualiser une chaufferie pour différents bâtiments. Alors c'est des projets qui peuvent être très variés. On peut être de 2 bâtiments, une école à côté d'une mairie. Dans ce cas-là, parce que historiquement les bâtiments se touchent ou parce que c'était comme ça à l'origine, on a une chaufferie pour les 2 bâtiments. Donc ça, c'est un réseau plutôt technique. Et par contre, on a des projets plus gros où ce réseau, il va s'étendre un peu plus et il va aller chauffer en face dans la rue, il va aller chauffer d'autres bâtiments. Et on peut se retrouver avec un réseau qui est plutôt un réseau dit de chaleur, puisqu'il y a une vente de chaleur à des tiers, à des abonnés. Et là, on parle d'un service public. C'est un SPIC, un service public industriel et commercial. Et là, c'est des projets qui sont pour 10, 20, 50, 100, 1000 bâtiments. Donc, ces typologies de projets peuvent être gérées directement par vous en régie, classiquement, ou alors on peut passer pour les projets les plus gros en délégation de service public, c'est-à-dire vous avez la création d'un SPIC et vous déléguez ça à un concessionnaire. Alors les enjeux, forcément, les enjeux ne sont pas les mêmes. Entre 2 bâtiments et 50, on n'est pas du tout dans les mêmes catégories de projets. Les enjeux, surtout, si je parle des projets qui sont surtout au niveau communal entre différents bâtiments publics, là, l'idée, c'est que on est en train de constater que le décret tertiaire fait qu'un certain nombre de bâtiments vont être en projet de rénovation. Parfois, ils sont les uns à côté des autres. C'est aussi pour ça qu'ils sont soumis au décret tertiaire. Donc là, il y a une interrogation et peut-être une opportunité à prendre, à se dire, finalement, quitte à faire des travaux sur ces 2, 3, 4 bâtiments, sachant qu'une partie de ces bâtiments en plus peuvent être déjà chauffés au fioul et la réglementation évoluant, vous ne pourrez plus remettre de fioul demain ou dans 10 ans, il y a une opportunité de se dire, dans ce cas-là, on pourrait mutualiser la chaufferie et c'est l'occasion de passer sur une énergie renouvelable. Donc, au lieu de 3 chaudières fioul, vous passez à une chaudière granulée, par exemple, qui vous chauffe vos 3 bâtiments. Et c'est d'autant plus intéressant que les besoins des bâtiments peuvent être pas forcément en même temps, et donc vous n'avez pas besoin de mettre 3 fois la puissance, vous pouvez mettre 1 fois ou 1 fois et demie la puissance. Donc ça, c'est plutôt les petits projets, et les projets les plus gros, c'est ceux où on a un potentiel de réseau de chaleur. Donc là, on a une vente de chaleur. Donc il faut du potentiel, il faut un lycée, des collèges, des bâtiments d'habitation collectifs, votre patrimoine et tout ça. Et là, on a des projets qui peuvent être portés en délégation de service public. L'intérêt pour la commune, c'est qu'elle délègue le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation du projet sur 10, 15, 20, 25 ans. L'intérêt que moi j'y vois, et ce qu'on constate avec beaucoup de collectivités, c'est qu'il y a une création d'un nouveau service public. Donc on crée du lien entre la collectivité et ses citoyens. Ça génère des revenus, mais ça génère des obligations. Vous créez un service public, vous avez des obligations derrière. Et puis, de manière assez classique, lorsqu'un abonné n'est pas content, il ira déjà voir son maire avant d'aller voir son exploitant. Donc, il y a des obligations et des contraintes, mais on constate sur les projets qui émergent qu'on a quand même beaucoup d'avantages, et notamment dans la création d'un nouveau service public qui apporte beaucoup de bénéfices communs. Du coup, là, je vous ai mis une petite carte des différents projets que l'on peut avoir aujourd'hui sur les territoires. Et on a bien cette diversité de projets allant de 2-3 bâtiments jusqu'à des projets beaucoup plus gros. Les plus gros étant naturellement sur les zones urbaines les plus denses, donc on parle surtout de côté Carène sur toute la zone portuaire et Saint-Nazaire ou sur Ancenis par exemple. Les objectifs en termes de chaleur renouvelable sont importants, on l'a vu tout à l'heure. Et si on parle des réseaux de chaleur aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, sur les 10 dernières années, le fonds chaleur est un dispositif qui permet à l'ADEME de soutenir les projets de chaleur renouvelable, et on constate que 70% des calories renouvelables qui sont subventionnées transitent par un réseau. Évidemment, c'est parce que c'est les projets les plus denses, c'est les plus gros,
Mais surtout, c'est parce que c'est ceux qui permettent de convertir d'un coup 5, 10, 15, 20 logements ou bâtiments publics. Donc, c'est aussi plus rapide. Et l'objectif, finalement, il est de faire x5 sur cette chaleur livrée par des réseaux entre 2015 et 2030. Et ça revient, en gros, à faire l'effort qu'a fait sur les 15 dernières années le Danemark, par exemple, en termes d'enjeux en absolu. Ce n'est pas complètement irréalisable non plus. Alors, en conclusion, la conclusion pour répondre à la première question, c'est est-ce qu'on peut en faire? Pour moi, il existe presque, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais presque toujours une solution technique qui est adaptée aux besoins et aux caractéristiques du bâtiment. La première question, la première phase, la première étape, c'est de trouver la solution la plus pertinente. Et de toute façon, il faut économiser l'énergie avant de se convertir aux énergies renouvelables. C'est de toute façon la règle générale, mais c'est d'autant plus efficace techniquement et économiquement d'économiser avant de passer au renouvelable. Donc, on peut concrétiser tout ça en se disant que un chauffe-eau solaire sur un gymnase, c'est pas vraiment l'idéal. Votre gymnase va avoir très peu de besoins en eau chaude sanitaire l'été, c'est pas forcément intéressant. Mais à contrario, vous avez des centres aquatiques. Le centre aquatique est hyper adapté au solaire, photovoltaïque et thermique d'ailleurs. Et donc, moi je dirais pas de centre aquatique sans solaire aujourd'hui. Les chaudières granulées, ça répond très très bien aux besoins, par exemple, d'une école. On a beaucoup de projets d'écoles qui se posent la question de rénover leur chaufferie et donc de passer sur une chaudière granulée. Donc ça répond très bien à ce type de besoin, que ce soit du neuf ou de l'ancien, mais en tout cas, lorsque c'est sur du projet neuf, vous faites une école, là clairement la géothermie serait plus opportune parce que vous allez avoir une facilité de gestion d'une part, mais surtout vous allez pouvoir produire du rafraîchissement ou du frais. Alors pas l'été dans une école, mais en tout cas sur les périodes de mi-saison qui, on le sait, à l'avenir seront des périodes critiques pour le maintien de l'ambiance, d'une ambiance confortable dans le bâtiment. Et la dernière partie sur le bois énergie, c'est vrai qu'on a toujours la tendance à attendre qu'il y ait une filière bois énergie locale avant de faire une chaufferie bois. Ce que l'on dit maintenant depuis des années, c'est non, ne pas attendre la filière locale avant de lancer ces projets de chaufferie. C'est parce qu'il y a des chaufferies que les filières locales pourront se mettre en place. Donc c'est l'œuf et la poule. En tout cas aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que tant qu'il n'y a pas une demande, tant qu'il n'y a pas des chaufferies qui sont en place et qui ont un besoin de fournisseurs locaux, de toute façon, les filières ne pourront pas se mettre en place comme ça sans cette demande. Donc pour conclure, la contrainte, elle n'est pas technique. Elle est très très rarement technique. Elle est surtout économique. C'est pour ça que on va maintenant aborder la partie du modèle économique de la chaleur renouvelable, parce que vous allez voir, c'est le nerf de la guerre, évidemment. Alors, quand on parle de modèle économique, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de travailler, c'est de réfléchir au prix de revient de votre production de chaleur. Vous avez un bâtiment, une école, une mairie, un gymnase, vous devez produire de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage. On doit raisonner en prix de revient. Et ce prix de revient, il est assez classiquement corrélé à différents indicateurs que sont la maturité ou la compétitivité des équipements. Est-ce qu'on a affaire à une Formule 1 qui vient de sortir sur le marché ou quelque chose de plutôt simple et robuste qui existe depuis 30 ans? Évidemment du bon dimensionnement, donc un nombre d'heures disponibles par an, grosso modo, et est-ce que c'est très très gourmand en maintenance ou pas? Du prix des énergies, donc la matière première qu'on va mettre dans cet équipement, et des aides, puisque évidemment on parle de chaleur renouvelable, on parle d'énergie renouvelable en général, et il y a aujourd'hui beaucoup d'incitations en termes de subventionnariat. Alors sur la chaleur renouvelable, je dirais que les indicateurs sont plutôt tous au vert, puisque les solutions, j'en ai parlé, sont plutôt matures. Un chauffe-eau solaire, ça existe depuis longtemps, les chaudières bois sont connues depuis très longtemps. La géothermie, c'est des pompes à chaleur. Les pompes à chaleur sont maintenant très robustes, il n'y a pas de souci technique là-dessus. Sur le côté dimensionnement, il y a des acteurs qui sont compétents pour vous conseiller. La question des énergies, aujourd'hui, il n'y a pas de taxe sur le soleil et le sol. Donc, j'allais dire, il faut en profiter parce que taxer le soleil ou le sol pourrait un jour devenir une idée. Aujourd'hui, c'est gratuit. Vous exploitez la calorie solaire ou la calorie du sol gratuitement. Et sur les aides, je l'ai dit, on est dans un contexte où les subventions sont quand même largement au rendez-vous. Donc, globalement, le raisonnement, lorsqu'on se pose la question de convertir sa chaufferie aux ENR, c'est d'une part, et c'est pour ça que j'en ai parlé, ne pas s'arrêter aux idées reçues. On a aujourd'hui, j'ai beaucoup d'interlocuteurs sur lesquels les premiers échanges que l'on a, c'est d'où vient le bois, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Non, c'est ne pas s'arrêter aux idées reçues. Par principe, on peut faire tout. Après, il faut choisir la bonne solution. Et pour choisir la bonne solution, c'est se faire accompagner dès le début par les bonnes personnes. C'est important puisque tous les architectes, tous les bureaux d'études ne sont pas tous compétents dans toutes les ENR. J'insiste bien là-dessus. On peut avoir des tas de qualifications, des tas d'acteurs, des tas de bureaux d'études. Pour autant, et je le constate tous les jours, ils ne sont pas tous compétents sur toutes les énergies, donc il ne faut pas hésiter à prendre différents avis.
Évidemment, donc choisir la bonne énergie en fonction de son besoin et surtout raisonner en coût global. Alors, le coût global, c'est bien considérant tout. Je ne compare pas le prix du billet de train avec le litre d'essence, je compare le litre d'essence plus l'achat de la voiture, plus l'assurance, plus l'usage des pneus, etc. Et du coup, on raisonne ce coût global non pas sur l'année en cours, mais sur 10 ou 20 ans. Sachant qu'aujourd'hui, l'énergie, elle n'est pas chère. Donc, globalement, elle ne peut qu'augmenter et elle augmentera par deux biais, soit par le prix du marché, le cours mondial du pétrole, et ou par les taxes. Alors, on va raisonner sur un projet pour illustrer un peu ce propos. C'est une étude qui a été réalisée pour un centre aquatique dans la région, avec une comparaison entre un scénario de chaufferie gaz, donc un scénario plutôt classique, et un mix bois et gaz. Donc c'est un projet qui est réel, hein, puisque le projet est même parti sur le choix de la solution bois. Et l'idée, c'est quoi? C'est de repartir de cette facture totale d'énergie que vous avez par an en distinguant deux parties. La première partie, c'est des charges que j'appellerais variables. C'est votre approvisionnement énergétique, c'est votre molécule. Dans le scénario 100% gaz, ce que l'on voit, c'est que 84% du coût annuel, c'est l'achat du gaz. Alors évidemment, en fonction des années, en fonction du prix du gaz, ça varie, mais globalement, c'est 80-90% de votre prix de revient. Dans la solution de mix gaz et bois, pour produire la même quantité d'énergie, on va substituer à peu près 80% du besoin en gaz par de la biomasse. Et cette biomasse, elle est moins chère. Donc forcément, mécaniquement, cette partie variable de votre prix de revient, il va descendre. Donc là, par exemple, on est à 63%. Donc tout ça dépend de la mixité, si on est à 100% bois, si on est à 50-50 ou à 80-20. La différence entre ces deux scénarios, c'est que, je pense que vous l'avez tous en tête, personne autour de la table et autour de l'écran ne maîtrise l'évolution du coût du gaz. Ce sont les marchés mondiaux des cours de pétrole qui sont soumis à différentes variables et contextes géopolitiques que personne ne peut prévoir ni contrôler. Par contre, sur la solution de gauche, le prix du bois, il vient d'où? C'est du bois qui est exploité dans nos régions et qui est complètement décorrélé du prix du pétrole. Alors bien entendu, si les cours du pétrole mondiaux explosent et que le prix de l'énergie explose, il y aura effectivement un effet d'aubaine à ce que le prix du bois augmente, mais en tout cas, il n'y a aucune corrélation entre les deux. Ma deuxième partie de ma facture, c'est des charges que j'appellerais fixes. Donc là, qu'est-ce qu'on met dedans? On met des charges qui sont préconnues, enfin qui sont connues au moment de la création du projet, qui sont liées à l'exploitation, à la maintenance, le coût d'électricité qui va permettre aux pompes de fonctionner, et tout ce qui est lié au remboursement de l'emprunt. Alors ce remboursement d'emprunt, il va être plus important sur la solution bois-gaz que sur la solution gaz parce que les équipements sont beaucoup plus chers. Et c'est là où intervient la subvention, puisque sur le projet, en l'occurrence, il y avait 60% de subvention sur l'équipement bois. Et c'est la partie grisée en haut de la courbe du diagramme à gauche, c'est ce qui va venir effacer une partie du coût annuel. Et c'est ce qui va rendre finalement la solution bois-gaz compétitive par rapport à la solution gaz pure. Donc c'est là où intervient la subvention, c'est que ça vous efface 5-10% de votre coût annuel, puisqu'en fait vous avez un emprunt moindre. Et même si la solution reste plus chère, et bien en fait l'équilibre est différent entre la partie fixe et la partie variable. Et même s'il n'y a plus de maintenance, et même si vous avez un emprunt plus haut, et même si vous avez des coûts globalement d'exploitation plus élevés, vous avez quand même un prix de la chaleur compétitif. Mais la maîtrise du risque est différente. Alors, il y a un intérêt économique, mais pas que. Je prends un second exemple qui est un centre de soins qui est en cours de chantier par le centre hospitalier spécialisé de Blain. Et ce centre de soins, il est à Nord-sur-Arde, il fait à peu près 1000 m², donc bâtiment neuf, besoin classique de tertiaire. Et c'est un projet, pour la petite anecdote, qui était parti sur une pompe à chaleur RO, donc une pompe à chaleur dite aérothermique. Et en fait, en discutant avec la directrice, elle nous a dit, mais finalement, la géothermie, ça m'intéresserait, je voudrais qu'on l'étudie. Donc on a étudié la géothermie a posteriori. Toutes les études étaient parties sur de l'aérothermie. Alors, première constatation, c'est qu'on est dans le schéma classique. Vous avez sur le tableau à droite les différents coûts. Vous avez donc une solution géothermie qui est plus chère que la solution aérothermie, parce qu'on là, on va faire des sondes. Là, en l'occurrence, c'est 5 sondes, par exemple, pour 1000 m², donc il y a un surcoût de presque 70 000 €. Ce surcoût, en fait, il est compensé en partie par une subvention qui l'efface à 70% quasiment. Et donc, vous avez tout en bas l'équivalent de ce que je vous montrais tout à l'heure, qui est le coût annuel de chaleur ramené au mégawattheure produit, et qui, lui, chute de 5-6%. Donc, vous avez une solution qui est effectivement plus chère, mais qui, en charge annuelle, permet de faire une économie, et donc vous avez un temps de retour qui est estimé entre 5 et 10 ans,
Pourquoi je dis entre 5 et 10 ans? Parce que ça dépend des scénarios d'évolution du prix de l'électricité qu'on considère. Donc, on a le schéma classique qu'on avait tout à l'heure. Mais sur le cas de ce projet-là, on avait d'autres avantages. Le premier avantage, c'est que cette installation, la pompe à chaleur a été choisie comme étant réversible, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir produire du froid l'été. On a beaucoup de projets que l'on croise aujourd'hui, qui sont des projets sur lesquels on a des beaux bâtiments, qui, 5 ans après leur création, mettent des clims parce que tout simplement, c'est pas tenable à l'intérieur. La question du confort d'été a été peut-être mal pensée ou mal gérée, et en tout cas, on se retrouve avec des problèmes de confort d'été qui font qu'on rajoute des clims dessus, donc autant dire des coûts d'électricité qui se rajoutent. Bah là, finalement, la solution géothermie pour un surcoût qui est quasiment négligeable par rapport aux besoins de chauffage, en fait, on vient rajouter un appareil qui peut produire du froid ou du rafraîchissement. Autre intérêt, là, on est sur un projet neuf, mais je reviens à mon histoire de décret tertiaire tout à l'heure. Sur cet exemple, en fait, vous avez une solution dite aérothermique avec un coefficient de performance de la pompe à chaleur qui est globalement 2,5. Ça veut dire que pour produire 2 calories dans votre bâtiment, vous consommez une calorie, entre guillemets, en kilowattheure en électricité. L'avantage de la géothermie, c'est que c'est beaucoup plus performant que l'aérothermie. C'est quasiment 2 fois et demi plus performant. Donc ça se ressent directement sur la facture d'électricité, puisque là, dans le cas de cet exemple, au lieu de consommer à peu près 40 MWh par an d'électricité, on en consomme plus de 23 dans les prévisions. Alors réfléchissons à ça, là c'est un bâtiment neuf, mais considérez un bâtiment que vous avez entièrement rénové qui devient performant, très performant même, du coup avec des besoins éventuellement de rafraîchissement l'été, et qui serait soumis au décret tertiaire. Bah pour le coup, il y a un peu du 2 ou 3 en 1, c'est-à-dire que vous avez une solution compétitive, vous avez un gain environnemental, par exemple ici 3 tonnes de CO2 par an UFT, mais en plus, vous avez une forte réduction de votre facture énergétique en kilowattheure, et là, en l'occurrence, le gain est de 40%. Et si je reviens sur mon histoire de décret tertiaire, 40% d'économie d'énergie, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans l'objectif à 2030. Donc voilà, on a différents avantages. Ça produit du frais ou du froid, ça fait une économie de tonnes de CO2, mais en plus, ça peut permettre d'économiser sur la facture et de rentrer dans le cadre réglementaire. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, on a en apparence beaucoup de contraintes, mais finalement, il faut le tourner du bon côté des choses. Le contexte, pour moi, il est favorable pour plusieurs choses. La première, c'est que l'énergie, elle est peu chère. Alors certes, ça nous met des freins tous les jours. Le budget, l'économie reste le nerf de la guerre, mais si on le prend dans l'autre sens, en fait, on est tous en train de faire des économies, comparé à il y a une petite dizaine d'années où le prix du pétrole était double et l'énergie était globalement beaucoup plus chère. Alors l'idée, c'est quoi? C'est que c'est peut-être finalement le bon moment d'investir, parce que justement, cette énergie, elle ne peut qu'augmenter à l'avenir. On ne sait pas quand, on ne sait pas sur quelle période, mais globalement, elle va forcément à un moment ou à un autre augmenter. Et donc, les ENR sont de toute façon toujours complémentaires aux démarches d'économie d'énergie. Donc, investir aujourd'hui à consommer moins, si c'est en plus couplé à consommer, entre guillemets, local et mieux côté énergie renouvelable, il y a un double bénéfice. Donc, ça peut être le bon moment justement de réfléchir à la fois l'économie, isoler un bâtiment typiquement, et en isolant ce bâtiment, je réduis le besoin, et en réduisant le besoin, ça peut être opportun d'y rajouter une énergie renouvelable. Deuxième contexte important, c'est qu'aujourd'hui, il y a de fortes subventions. Le fonds chaleur géré par ADEME existe depuis le Grenelle de l'environnement il y a un peu plus de 10 ans maintenant. C'est un mécanisme qui est rodé, qui fonctionne très bien, qui est, on va dire, plutôt généreux. On parle de 20, 30, 50, parfois 60, 70% en taux d'aide sur les équipements qui sont installés. Donc, c'est le bon moment. Qu'est-ce qui va se passer si demain le prix du gaz augmente? On va revivre ce qu'on a vécu il y a une dizaine d'années, au début des années 2010. Le prix de l'énergie augmentant d'un coup, les ENR deviennent naturellement plus compétitifs par rapport au prix du gaz ou du fioul. La subvention va disparaître naturellement puisqu'elle sera beaucoup trop incitative, donc elle va soit se réduire, soit complètement s'effacer. Et donc, du coup, là, c'est double peine, c'est-à-dire qu'on a une énergie plus chère et en plus, si on fait l'investissement pour mettre une ENR, il n'y a plus de subvention. Et comme tout ça s'amortit sur 10 ou 20 ans, forcément, c'est un prix de référence qui va être plus haut. Et sachant que de toute façon, les premières démarches sont gratuites, puisque c'est du conseil, c'est une réflexion, donc ça vous aidera toujours à avoir une vision claire des enjeux. Et pour ces premières démarches qui sont gratuites, aujourd'hui, il y a un tissu de conseillers dont fait partie CIDELA, complété d'autres relais de l'ADEME et du conseil régional qui sont là pour vous accompagner, je viendrai tout à l'heure. Donc globalement, le bénéfice des ENR, retenir aussi qu'il n'est pas qu'économique, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, on parle aussi de qualité de l'air, de réglementation, de tonnes de CO2 évitées et surtout aussi d'emplois locaux. Lorsque vous avez une chaufferie biomasse ou un réseau de chaleur, vous avez de la maintenance, vous avez de l'exploitation de forêt ou du bocage, vous avez des sociétés de transport, vous avez tout ça
Ce sont des choses qui sont au niveau local. Si ce n'est pas communal, c'est au moins au niveau départemental ou régional. Alors justement, le CIDELA, qu'est-ce que l'on fait? On vous conseille. On est membre du réseau régional des énergies renouvelables, qui est un réseau qui a été créé et qui est soutenu par l'ADEME et le Conseil régional. On vous informe du début à la fin, on vous informe dès les premières demandes d'information qui peuvent être très classiques. Voilà, j'ai un bâtiment, je sais que je veux le rénover dans 2-3 ans, qu'est-ce que je peux faire au niveau énergie? Et ça peut être tout au long de votre projet, sur la partie étude, conception, sur la partie réalisation pour vérifier que c'est bien mis en œuvre, et sur la partie exploitation pour vérifier si c'est bien au rendez-vous des objectifs. Tout ça, on ne le fait pas tout seul, on le fait en réseau, on le fait avec des gens qui peuvent être plus experts que nous sur différents sujets, Atlan-Bois sur la partie bois, Atlanson sur le solaire, et le CIVAM nous accompagne sur des notes d'opportunité que l'on fait pour vous gratuitement, qui vous permettent de caler, entre guillemets, votre projet en termes de coûts, en termes de charges d'investissement ou de subventions. Aujourd'hui, le CIDELA a fait un partenariat avec l'ADEME qui vous permet de bénéficier d'aides à la fois sur les études en amont, puisqu'il y a 70% d'aide sur les études de faisabilité, avec un mécanisme en interne qui est un marché à bon de commande qui vous permet en fait tout simplement en passant avec nous d'avoir directement la réalisation de l'étude et sans gérer les aides puisqu'on les a gérées pour vous, donc on vous refacture uniquement le 30% reste à charge, pour simplifier tout. Et sur la partie investissement, lorsque vous validez l'installation des équipements, on vous accompagne sur la partie subvention qui varie entre 20 et 70% en fonction du sujet, du projet, de l'énergie renouvelable. Donc ces aides, notamment sur les équipements, n'auraient pas été possibles sans ce partenariat entre l'ADEME et le CIDELA, puisque ce fonds chaleur débute pour des projets qui sont quand même en général suffisamment gros. Alors pour illustrer ça, aujourd'hui, on a une petite centaine de projets qu'on accompagne sur l'ensemble du territoire. Vous avez une carte là. Ça va de chaudières granulées pour des écoles, ça va sur de la géothermie pour des projets, on va dire, moyens à assez grands. On va accompagner aussi les acteurs privés ou associatifs comme des EHPAD, par exemple. Et au niveau communal, on fait aussi, par exemple, on accompagne des communes comme le Robotro qu'on a accompagné récemment sur une étude de faisabilité pour un réseau de chaleur. Voilà, je vous remercie. On va prendre un temps d'échange pour cette première partie. Alors, si vous avez des questions. Effectivement, donc cette partie était assez technique et en même temps très promotionnelle sur la chaleur renouvelable. Donc, je pense que vous êtes, du coup, en écoutant Cédric, convaincu de passer à cette option. Maintenant, j'aimerais vous écouter éventuellement, enfin, si vous souhaitez prendre la parole, bien évidemment. Peut-être, Cédric, remettre la slide des projets qui sont en cours. Si parmi vous, il y a des collectivités qui se sont soit posé la question d'introduire de la chaleur renouvelable dans leurs projets, ou bien qui sont en cours de réflexion, ou qui portent d'ailleurs ces projets parmi ceux qui sont cités ici, n'hésitez pas à venir témoigner pour ce temps. Et puis sinon, voilà, je vous laisse encore quelques instants. On n'est pas très nombreux à suivre ce webinaire ce matin. On a un peu de temps devant nous, quelques minutes on peut prendre pour... si vous avez des questions aussi, des réactions par rapport à ce que Cédric vous a présenté ou dans la partie introductive de tout à l'heure. Tout le monde est convaincu. Donc, je vais avoir plein de projets à partir de demain. Est-ce que vous nous entendez bien ? Une main levée. Alors oui, merci Florent. Effectivement. Et je vous écoute, monsieur Lapadu Argue. Quelle collectivité, s'il vous plaît ? La commune de Saint-Molf. Je regarde le projet du Loro-Brotro. À titre de curiosité, parce que le petit schéma n'est pas très grand, qu'est-ce qui est prévu d'alimenter sur ce réseau ? Alors sur le Loro-Brotro, c'est une étude qui a été menée principalement autour du centre aquatique. Souvent, les centres aquatiques sont un peu le point de départ des projets de réseau. Donc vous avez sur cet exemple-là le centre aquatique, vous avez différentes salles de la commune, gymnase, on a une école, je crois, il y a un collège public, et on avait hésité un moment à remonter un peu plus loin jusqu'à un lycée agricole. On a sur ce type de projet très fréquemment au moins un collège ou lycée, enfin un bâtiment scolaire qui est plutôt grand, voire une ou deux écoles, et puis un bâtiment fortement consommateur qui peut être un hôpital, qui peut être un centre aquatique. Voilà, on part vraiment de cette typologie de bâtiment, et après le jeu c'est d'étendre le plus loin possible avec une recherche d'optimisation technique économique, c'est-à-dire que l'idée n'est pas d'aller trop loin parce que ça va coûter très cher,
et de rester plutôt sur la zone qui est dense. Alors, dans le cadre du Lorobotro, on a présenté les conclusions de l'étude à l'équipe municipale récemment. Donc, pour l'instant, c'est une réflexion qu'ils ont. On n'a pas encore voilà, ils n'ont pas encore fixé quelle serait l'opportunité, mais dans le cadre de cette piscine, il était question de mettre un bassin nordique, ce qui allait, je ne sais pas si ça a été acté ou pas, mais qui pouvait augmenter fortement les besoins de la piscine et qui rendait encore plus opportun la réalisation d'un réseau de chaleur. Merci. Et la source de chaleur? Une chaufferie biomasse, comme dans la quasi-majorité des cas, c'est-à-dire que l'approvisionnement sur un réseau est souvent un mix entre du bois et du gaz, 80-85% du bois. Donc là, l'idée, c'était une chaufferie bois qui était quasiment attenante à la piscine, qui permettait de continuer à la chauffer l'été sans maintenir en eau tout le reste du réseau. Et voilà, sur un schéma assez classique de 80% lié au bois et 20% le reste en gaz. Merci beaucoup. Oui, alors très rapidement, juste effectivement rappeler les principaux points qu'on a vus qui vous ont été présentés par Cédric Garnier et Gauthier Moreau. Donc, vous l'avez vu, un contexte qui est très favorable au développement de la chaleur renouvelable, hein. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous pour plus de conseils et surtout pensez chaleur renouvelable quand vous déployez vos projets. Donc, c'était ça des éléments un peu de clés. Vous êtes en début de mandat, vous les élus, donc vous êtes souvent dans une période de lancement de projets. Donc, ayez le réflexe chaleur renouvelable. Et puis, vous avez bien vu aussi que tous les ingrédients étaient réunis. Effectivement, à la fois le côté expertise et puis évidemment les aides financières et ça peut ne pas durer. Donc, profitez-en. Sur le deuxième volet, donc sur la méthanisation, beaucoup d'éléments techniques, des gros projets qui verront peut-être certainement pas le jour, mais qui font polémique. J'ai effectivement constaté que dans le fil de discussion, vous aviez un peu plus de questions et d'échanges. On a tâché de répondre à vos questions d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas aussi à visiter des opérations, donc avec COP-META 44 et l'association L comme relais. Et puis, en dernier lieu, vous l'avez vu avec rapidement les évolutions des réseaux gaz, c'est dans les perspectives des circuits courts et les complémentarités entre énergies à renforcer. Donc, je vais laisser peut-être la parole à Christelle Lumsky, directrice générale du CIDELA, pour un mot de conclusion. Christelle, on t'entend pas. Si jamais tu parles. Bonjour à tous, pardon, merci. Merci Agnès. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur le fil, on va conclure ce cycle de webinaire. Donc, c'était le premier cycle du genre de réunion pédagogique, hein. Le terme webinaire étant juste pour indiquer que c'est en ligne, on s'adapte comme tout le monde à la conjoncture. Et donc, voilà, on se tenait en ce début de mandat à vous donner un peu un panel de tous les sujets que le CIDELA traite et tous les sujets sur lesquels on peut vous aider en commune. Donc, certains sont connus, d'autres moins non, un petit peu moins parce qu'ils sont plus récents. Donc, d'après les questionnaires qu'on vous enverra et que je vous invite à nous renvoyer parce que ça nous aide à progresser, et c'était plutôt apprécié par l'ensemble des participants. Donc, on va faire un petit bilan d'ailleurs qu'on vous transmettra. Vous recevrez, vous pouvez d'ailleurs consulter l'ensemble des webinaires par un envoi mail qu'on vous fait à l'issue de chaque réunion. Donc, merci à vous en tant que spectateurs et en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a scrupuleusement mis à chaque fois les interlocuteurs et leur façon de les interpeller pour que vous puissiez rentrer en lien avec nous sur les différents sujets ciblés et sur vos projets à vous. Et puis, merci aussi à tous les intervenants. Donc, on a été une bonne vingtaine d'experts à intervenir sur l'ensemble de ces 8 webinaires. On en fera d'autres. Donc, un webinaire n'est qu'une réunion thématique, hein. On en a déjà fait en vrai à la belle époque. On en fera d'autres, que ce soit en ligne ou en vrai également. Donc, merci à tous et puis à bientôt pour une prochaine. Bonne journée à tous. Merci Christelle. Bonne journée.